Good Morning Business. Le débat. Pourquoi on en est là, Nicolas Dose, de notre filière nucléaire? Pourquoi on n'y arrive plus? On n'y arrive plus. C'est frappant parce qu'on est les meilleurs du monde pour le passé. Mais alors, on est les moins bons, ou en tout cas très très en retard pour le futur. Alors j'ai essayé de me poser la question de savoir pourquoi on en était arrivé là. Et l'une des principales raisons qui m'est venue à l'esprit, c'est un problème de compétences. Souvenez-vous, sur Flamanville, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les soudeurs. Alors c'est pas de la soudure de plombier, évidemment. C'était les soudures qui permettaient d'assurer la sécurité du réseau vapeur en conformité avec les exigences de l'Agence de sûreté du nucléaire. On n'avait pas les compétences pour faire ça. Après, vous pouvez remonter un peu en amont. Il y a eu des terribles guerres de chapelle. En 98, vous avez François Roussely, qui est le patron d'EDF, et qui décide de prendre ses distances pour des vieilles histoires à la française de la direction de l'équipement. La direction de l'équipement, c'était elle qui avait toute la compétence dans le domaine du nucléaire et des dernières centrales qu'on avait installées. Anne Lauvergeon, en 2001, fait la même chose. Elle écarte les anciennes Framatome pour des guerres de chapelle. Or, les anciennes Framatome, c'était les meilleurs ingénieurs qu'on avait en France sur la question du nucléaire. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que tous les ingénieurs pointus qui ont réalisé l'ensemble du parc de première génération, les 58 réacteurs, sont tous partis à la retraite. Et il n'y a pas eu de relève. Et avec tout ce désamour autour du nucléaire et les pressions politiques, finalement, la filière n'est pas devenue attractive pour les jeunes, les jeunes ingénieurs. Et ça, c'est sans doute la principale explication. Il y a eu le rapport de Jean-Martin Folz qui avait été fait sur les retards de Flamanville, et on voyait que rien n'avait été anticipé. Vous n'aviez pas de gestion prévisionnelle des coûts. Au début du chantier, on a démarré avec seulement un quart des plans qui étaient vraiment finalisés, vraiment opérationnels. Il n'y avait pas de maquette numérique sur les parties les plus complexes du réacteur de Flamanville, dans le Cotentin. De la même manière, il n'y avait pas de planning partagé entre l'ensemble des parties prenantes et des sous-traitants qui devaient intervenir dans ce projet. Et résultat, c'est un fiasco industriel, Flamanville. Là où les Chinois y sont parvenus. Après, autre raison, et ça c'est un assez grand classique à la française, c'est toujours ces rêves d'ingénieurs, mais en fait qui se heurtent à la vie réelle. On l'a connu avec le Concorde, on l'a connu avec l'A380. Là, ça rentre dans la complexité, par exemple, de l'EPR de Flamanville, mais le projet est d'une complexité astronomique par rapport à ce qu'on avait fait par le passé. Pendant ce temps-là, d'autres pays ont développé les petits réacteurs. On va essayer de rattraper le retard. On avait justement un projet Atmea, là, il y a une dizaine d'années, qui a été abandonné. C'était un réacteur de moyenne puissance, mais on était sous cette pression très hostile au nucléaire, et du coup, on a fait des choix qui n'étaient pas des bons choix stratégiques. Et sur les petits réacteurs, on aurait pu faire une filière, parce qu'on a, nous, les compétences dans les sous-marins à propulsion nucléaire. Oui, on a les oui, mais ceux qui ont réussi à en faire une compétence en nucléaire civil de production d'électricité, aujourd'hui, ce sont les Chinois et les Américains, principalement. Je sais. Il y a aussi eu l'après Fukushima, où là, les contraintes réglementaires ont été considérablement durcies par l'Agence de sûreté du nucléaire, avec énormément de contrôle. Et puis, cette pression de l'opinion. On a clairement aujourd'hui une pression de l'opinion anti-nucléaire qui est peut-être en train de changer. Mais Emmanuel Macron l'a fait une sorte de virage aujourd'hui. Quand il arrive en 2017, il est sur la voie de ceux qui vont continuer à réduire la part du nucléaire. Et là, et c'est lui qui va fermer Fessenheim en 2020. Bon, après, dernier élément, mais je laisse Jean-Marc réagir, la situation d'EDF ne permet plus rien pour l'avenir. Entre les dettes accumulées, ce qu'il faut dépenser, quelques 25 milliards d'euros pour le futur site d'enfouissement des déchets dans la Meuse, la remise en état des prolongation à quelques 30 milliards d'euros des centrales existantes, la surface financière d'EDF ne permet plus d'envisager l'avenir du nucléaire sereinement. Alors, est-ce qu'on doit effectivement mettre tout cet argent pour relancer cette filière nucléaire? Est-ce que vous y croyez? Oui, je crois qu'il y a un effort à faire en la matière. Alors, il ne faut pas non plus partir dans des enthousiasmes excessifs. Vous savez, on part et puis après on s'aperçoit, encore une fois, on a parlé du Concorde et tout ça, on s'engage dans des processus qui se révèlent être catastrophiques. Mais pour rebondir sur ce que disait Nicolas, je crois qu'il y a trois éléments qui jouent assez fondamentalement. Le premier élément, c'est que EDF, effectivement, est handicapé par une dette très élevée et par une gestion qui a consisté à gérer à courte vue pour éviter les conflits sociaux, pour maintenir effectivement des prix relativement bas. Et donc, on n'a pas pratiqué ni la vérité des prix, ni la réalité de la gestion d'une entreprise qui est en sureffectif manifeste. La deuxième chose, c'est que je pense que, et c'est ce que dit Jean-Martin Folz, c'est ce que disait Nicolas, c'est-à-dire qu'il y a des compétences qui se sont perdues, et derrière les pertes de ces compétences, il y a une part de prestige d'une certaine type de formation qui est en train de reculer. Grosso modo, quand on voit, même au niveau du baccalauréat, le fait que nous sommes en recul systématiquement sur les niveaux mathématiques, et que la réforme du baccalauréat a comme conséquence de rebaisser encore notre niveau mathématique, on a une
une impression et une vision que les mathématiques, c'est un moyen de sélection et qu'il ne faut pas qu'il y ait de sélection dans la vie quotidienne, à l'université comme au lycée. Sur le nucléaire, vous qui êtes en général un grand pourfendeur de l'action de l'État dans le domaine de l'économie, est-ce que là où vous faites une exception, est-ce qu'on doit reconquérir une forme d'excellence en matière de nucléaire? Alors, c'est le dernier élément. Je pense qu'aux États-Unis, le nucléaire a été porté par des entreprises privées. Je pense qu'il faut effectivement davantage insister sur une culture d'ingénieurs, que l'État soit beaucoup plus précis et beaucoup plus sérieux dans la formation des ingénieurs, mais qu'il accepte l'idée qu'il puisse y avoir des opérateurs qui sont des opérateurs privés. Engie gère du nucléaire, mais c'est le nucléaire belge. Donc, il y a un certain nombre d'opérateurs privés qui peuvent intervenir. Mais ils veulent quitter la Belgique, non? Parce que j'ai compris. Oui, absolument. Mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des opérateurs privés qui gèrent du nucléaire. Ouais. Et aux États-Unis, qui est quand même un des principaux producteurs d'électricité nucléaire, même si ça ne représente pas une part aussi importante dans le parc de production électrique du pays qu'en France, ce sont des opérateurs privés. Donc je pense que le véritable enjeu de l'État, c'est de maintenir et de réhabiliter les filières scientifiques et les filières techniques. Grosso modo, je ne voudrais pas vouloir être le porte-parole de l'association des anciens élèves de l'école polytechnique, mais on parlait de Roussely à la tête d'EDF. Je pense qu'il vaut mieux avoir à la tête d'EDF Jean-Bernard Lévy, ingénieur, que Roussely, ancien élève de l'école nationale d'administration. On préfère un polytechnicien, un énarque. Absolument. J'avais bien décrypté. Merci. C'est vrai que ce que dit Jean-Marc, s'il y a eu toutes ces guerres de chapelle, c'est à cause de ces vieux réflexes à la française, où un énarque ne supportera pas qu'un X soit là et vice-versa. Bon, on verra dans quelques années si le volontarisme de Emmanuel Macron était pertinent ou pas, et si on arrive effectivement à repartir de l'avant.